Monsieur le doyen, Monsieur le vice-doyen, il n'est malheureusement pas parmi nous, Monsieur le doyen honoraire est également pas parmi nous, ainsi que les enseignants et mes camarades étudiantes et étudiants qui ont tous eu l'amabilité de bien vouloir accepter notre invitation à cette conférence. De même, mes remerciements vont aussi aux enseignants qui ont pris la peine de bien vouloir préparer des interventions pour la bonne réussite de cette activité. Le programme de cette conférence comme il est affiché devant nous, donc on commencera par une présentation de l'association Enactus, qui sera présentée par Mademoiselle Afaf Kassimi, un mot de Monsieur le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de Fès, professeur Sidi Adil Ibrahimi. Juste après, nous allons commencer notre conférence ayant bien sûr comme sujet le virus Ebola. Donc l'épidémiologie de ce virus sera présentée par le professeur Razi Karima, professeur agrégé en médecine communautaire, le professeur Benani Behia, professeur habilité en microbiologie et virologie, nous parlera de l'approche virologique de ce virus. Ensuite, les manifestations cliniques et la conduite à tenir seront communiquées par le professeur Rabhi Samira, professeur agrégé en médecine interne, et puis la prise en charge en urgence sera présentée par le professeur Soufiane Lès, professeur agrégé en neurologie et adjoint du chef de service des urgences. Et enfin, l'approche immunologique du virus sera exposée par le professeur Mohamed Azami Idrissi, professeur habilité en immunologie et vice-doyen chargé de la recherche scientifique et de la coopération. À présent, nous allons commencer par une présentation de l'association qui sera faite par Mademoiselle Afaf Kassimi, team leader d'Enactus au sein de la faculté de médecine et de pharmacie de Fès. Messieurs, permettez-moi d'abord de vous remercier tous pour votre présence aujourd'hui à cette conférence organisée par notre association en collaboration avec la faculté de médecine et de pharmacie de Fès ainsi que le CHU Hassan II. Cette conférence a pour but de sensibiliser le corps médical de l'importance de cette épidémie qui menace en premier lieu l'Afrique, mais également les pays occidentaux. Mais avant de passer la parole à nos chers professeurs, permettez-moi de vous présenter brièvement notre association et ses objectifs. Je vous laisse regarder cette vidéo qui résume la vision d'Enactus. Do you see a lifeline for an African village? Do you see a foundation for sustainable farming? All around us. And once you discover it, well, it's what you do next that really defines it. Will you use it to make the world a better place? At Enactus, we believe entrepreneurial young minds can shape the world of today and tomorrow by transforming opportunities into real sustainable progress. So, if you're a glass half full person ready to seize opportunity, join us. L'entrepreneuriat social est l'ensemble des vecteurs et des facteurs qui aident à la conduite au changement dans un pays. C'est l'ensemble des créations d'innovation qui basculent les situations stagnantes pour le bien de la société. Enactus a été créé en 1975 et fait partie des organisations internationales qui œuvrent dans le domaine de l'entrepreneuriat social et le développement durable. Enactus développe des partenariats élargis entre le monde des affaires et celui de l'enseignement supérieur afin de préparer les étudiants à contribuer substantiellement au développement de leur pays en tant que futurs leaders entreprenants, éthiques et socialement responsables. Les leaders du monde académique et les leaders du monde économique s'engagent dans l'action entrepreneuriale pour favoriser le progrès sociétal et façonner un monde meilleur et durable. Le réseau Enactus regroupe à travers le monde plus de 62 000 étudiants au sein de quelques 1600 campus universitaires répartis sur 36 pays. Nos objectifs, d'abord favoriser l'engagement des étudiants et leur insertion professionnelle en les accompagnant dans la réalisation concrète de projets d'entrepreneuriat social, faire émerger une nouvelle génération
de dirigeants entrepreneurs au service de la société et enfin contribuer à apporter des réponses aux enjeux de société actuels et améliorer les conditions de vie de populations dans le besoin. Encadré par professeur Moulay Hassan Farih, doyen honoraire de la faculté de médecine et de pharmacie de Fès, Enactus FNPF a été fondé en 2013 au sein de la faculté afin d'introduire le concept de l'entrepreneuriat social aux étudiants et encourager l'esprit entrepreneur chez eux. Grâce à la motivation des membres de l'équipe ainsi que le soutien du décanat, nous sommes passés de 10 membres à 40 membres en une seule année. Enfin, je voudrais remercier nos chers professeurs, conférenciers et invités, ainsi que l'ensemble des étudiants pour leur présence parmi nous. Merci. Nous saisissons cette occasion pour donner la parole à Monsieur le doyen de notre faculté, que nous remercions pour l'appui logistique et pour le bon déroulement de cette conférence. À vous, Monsieur le doyen. Je voudrais tout d'abord vous remercier, vous, en tant qu'association, l'association Enactus, d'abord pour le dynamisme, parce qu'une association peut exister, mais elle peut exister uniquement sur le papier, mais quand elle organise, quand elle occupe le terrain, quand elle intéresse les gens, elle a de la valeur. Et Enactus est une association qui est dynamique, et j'espère qu'elle va continuer dans ce dynamisme. Et quand on passe de 10 à 40, c'est une très bonne chose, mais quand on a 40, ça veut dire qu'il faut produire 4 fois plus, et qu'il faut avoir l'année prochaine 160, parce qu'il faut s'inscrire dans la même dynamique. Alors, ça me pousse à parler des associations de façon générale, avant de parler d'Ebola. C'est que la faculté a réuni les associations en union, et le principe, c'est que permettre aux étudiants en médecine de participer à cette vie associative, que ce soit avec Enactus ou avec une autre association. C'est votre choix. Et même si les 9 associations, 10 existantes ne plaisent pas à certains étudiants ou ne se retrouvent pas, ben ils peuvent créer une 10e. Le problème ne se pose pas. Le principe, c'est qu'un étudiant en médecine qui passe 7 ans de sa vie dans une faculté ne peut pas rester comme ça incolore, inodore. C'est pas possible. Il doit participer à la vie associative sous un angle social, sous un angle culturel, sous un angle scientifique, sous un angle... C'est pas possible. Et je donne toujours l'exemple des pays anglo-saxons où la participation à la vie associative et au bénévolat sont obligatoires. Ce n'est pas un choix. Si vous ne l'avez pas, et bien à la fin de votre cursus, vous êtes sanctionné. Pourquoi? Pourquoi sont-ils arrivés à l'obligation? Pour une simple raison. Parce que c'est formateur. Ce futur médecin, quand il va participer avec une association, c'est une école. Il va donner. C'est sûr, la société va profiter de son bénévolat quand il ira dans une campagne, quand il ira dans une maison de retraite, quand il fera telle ou telle chose. Mais aussi, il se forme lui-même. Il se prépare à sa vie professionnelle. Être dans un bureau d'une association, c'est pas simple. Parce qu'il faut écouter, il faut fédérer, il faut faire des rapports, il faut envoyer le mail, il faut etc. etc. Donc c'est tout un apprentissage. Et c'est pour ça que j'invite tous les étudiants en médecine à, en quelque sorte, participer dans une des associations existantes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je voudrais féliciter pour le choix du thème qui est actuellement un thème d'actualité, c'est pour ça d'ailleurs que vous l'avez choisi, pour le choix des orateurs, et je remercie les enseignants qui sont là, parce que non seulement vous avez choisi les meilleurs pour vous parler de cette thématique, mais aussi même l'agencement et le programme est très bien fait, de telle sorte que vous allez en quelque sorte parler du virus Ebola sous tous les angles, commençant par l'épidémiologie, pour arriver à l'immunologie et probablement en quelque sorte un avenir, je dirais, optimiste avec peut-être un vaccin, parce que finalement l'immunologie, ça va vers le vaccin. Parce que si on trouve le vaccin, ça va être comme la fièvre jaune. Il
aura le vaccin, le problème sera résolu. Alors, quelques commentaires sur la thématique. La première, c'est que je vois qu'il y a beaucoup de monde. Alors, soit qu'Enactus sont très actifs et qu'ils ont pu faire assister, donc ça ne dépendra pas de la thématique. Soit que c'est la thématique qui intéresse. Alors, à ce moment-là, 3 hypothèses. Soit qu'il y ait déjà Ebola au Maroc et que je ne suis pas au courant. Et donc, vous voulez en savoir plus, voilà. La deuxième, c'est que beaucoup d'entre vous vont s'inscrire avec Enactus ou avec d'autres associations pour aller dans des actions humanitaires dans les pays qui sont infectés. Là, il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de... C'est le rôle, c'est un des rôles du médecin. Là, comme tu me dis, Ebola, c'est pas la peine. C'est envisageable. Hein? La troisième, je pense que c'est la curiosité, ce virus dont tout le monde parle, etc. On va revenir. En tout cas, quel que soit le cas, je pense que je suis ravi, mon temps de loin, et tous mes amis enseignants, de voir une salle qui est quand même pleine d'étudiants et qui s'intéresse à une thématique qui s'impose. Alors moi, je ne prétendrai pas parler d'Ebola, parce que je suis à côté des spécialistes. Je suis gastro-entérologue, vous le savez. Mais je vais vous parler un peu d'Ebola sous un angle mondial. Sous un angle mondial, il y a 2 aspects. Le premier, c'est qu'il touche actuellement, vous savez, certains pays particuliers en Afrique, mais il y a des conditions malheureusement défavorables pour l'infection, etc. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que je pense que politiquement parlant, économiquement parlant, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Si c'était limité à ces pays-là, je ne pense pas qu'on aurait donné une aussi grande importance à l'infection par Ebola. Regardez un peu l'historique du paludisme. Cette maladie qui traîne depuis des siècles et qui pourtant les avancées thérapeutiques sont très limitées. On aurait pu faire beaucoup mieux en tant que communauté scientifique. Mais pourquoi on ne met pas le paquet pour trouver une solution, soit thérapeutique, soit vaccinale, soit autre? C'est parce que ça ne touche pas les pays riches. Il y a des enjeux économiques, c'est clair. Quand on voit l'hépatite C, je vais revenir à ma spécialité, le virus, on les découvre en 91, on l'appelait non B, et automatiquement, 2 ans après, c'est une monothérapie, et actuellement, on a une quadrothérapie. Heureusement qu'il y a la mondialisation, heureusement qu'il y a le tourisme, heureusement qu'il y a l'économie, et ce qui a fait que ce virus a intéressé les pays qui ont les moyens, parce qu'ils ne sont pas à l'abri, et que, à l'occasion d'un voyage, d'un échange, d'une Coupe d'Afrique, d'une Coupe du Monde, il risque d'y avoir en quelque sorte, des contaminations. Et c'est ce qui fait que maintenant, heureusement qu'il y a une mobilisation, qu'on essaie de trouver une solution. Je pense que la meilleure ne sera pas celle de trouver un médicament, parce que quel que soit le médicament, il y aura un prix, il y aura des effets secondaires. L'idéal serait de trouver un vaccin, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas mon domaine, les spécialistes vous en parlent. Donc encore une fois, bravo pour le choix de la thématique, bravo pour le choix des orateurs, que je remercie en votre nom. Je voudrais, avant de clôturer, vous présenter les excuses du professeur Scali, qui est retenu parce qu'on avait, on devait être dans deux manifestations, si je permets, mais il fallait bien qu'on se partage les tâches, donc c'est pour ça que je suis parmi vous, mais il doit faire une autre manifestation. Le professeur Moulay Hassan Farih est membre du jury d'agrégation de médecine physique, et donc quand on est membre d'un jury, on ne peut pas gérer le temps comme on le veut. Donc, au fin de la période, là, ils sont en train d'écouter les preuves du cours, et donc il ne peut pas être. Donc il m'a demandé de présenter ses excuses, mais il aurait aimé être parmi vous. Donc je vous souhaite une très bonne journée Ebola, et je donne la parole. Merci. Nous vous remercions. Tout d'abord, je tiens à remercier l'association Enactus
participer à sa première journée. Et je lui souhaite à cette occasion beaucoup de succès dans ses activités et une longue longévité. Et une association, qu'elle soit une association très très active, bien évidemment, comme l'a souligné le citoyen avant moi. Donc mon intervention sera autour des aspects épidémiologiques de la maladie à virus Ebola. Je vais répondre à la question quelle est la situation épidémiologique du virus. Je vais parler un peu du contexte marocain tout en soulignant le risque rencontré par le Maroc et quelles sont les mesures entreprises pour faire face à pour arrêter l'entrée de l'épidémie au niveau du Maroc. Donc tout d'abord, de quoi parle-t-on? Donc nous parlons d'une maladie qui est très grave, une maladie qui est mortelle, une maladie foudroyante provoquant, comme vous le savez, une fièvre hémorragique avec un taux de létalité très très élevé, pouvant aller dans certaines régions et pour certaines épidémies jusqu'à 90%. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle l'OMS l'a qualifiée d'urgence mondiale à portée internationale. La maladie dont on parle n'est pas une maladie très récente, puisqu'il a été identifié pour la première fois en 1976 lors de 2 flambées épidémiques simultanées. L'une a survenu au Soudan dans une région qui s'appelle Zara, et la deuxième flambée, en même temps, c'était dans la République démocratique du Congo, dans une région, et l'ex-Zaïre, dans une région qui s'appelle Yomboko. Et Yomboko, c'est une région qui se trouve près d'une rivière qui s'appelle Ebola, et d'ailleurs, c'est cette rivière qui a donné le nom à cette maladie Ebola. Alors, pour l'épidémie actuelle, en fait, c'est une épidémie qui touche particulièrement certains pays de l'Afrique de l'Ouest, et c'est une épidémie qui est très très grave, puisque l'évolution est très rapide et inquiétante. Là, c'est juste pour vous donner un petit rappel sur l'histoire en 94, 95 et 96, surtout en Côte d'Ivoire, toujours la République démocratique du Congo, au Congo et en Afrique du Sud, au Gabon aussi en 94. Au Gabon, c'est avec un nombre de cas qui est arrivé à plus de 400 cas. Alors, ce virus, en fait, c'est un virus qui appartient à la famille Filovirida, qui compte 3 genres, mais le virus responsable de l'Ebola, il appartient au genre de l'Ebolavirus. 5 est le groupe de virus le plus mystérieux. Pourquoi? Parce que tout simplement, sa pathogénie reste insuffisamment comprise, et sans histoire naturelle et sans réservoir non plus. Alors, par rapport à la transmission, dans tout ce que je vais dire, c'est en fait, on essaie d'avancer des hypothèses qui ne sont pas, jusqu'à le jour d'aujourd'hui, à 100% vérifiées. Donc, c'est des hypothèses. Donc, on pense par rapport à la transmission que les chauves-souris frugivores, ce sont les hôtes naturels de ce virus, et que la transmission dans l'espèce humaine se fait par contact direct de liquide, de sang, de produits au sein de l'espèce humaine, se fait par transmission interhumaine, toujours par contact direct, toujours des liquides, du sang, des produits biologiques, ou bien des personnes bien sûr infectées, ou indirectement par contact indirect des surfaces telles que le linge par exemple, des vêtements qui sont contaminés. Un autre en contact direct avec les patients qui sont suspects ou les patients malades, donc lors de la prise en charge, et surtout lorsqu'ils ne prennent pas les mesures de protection nécessaires, c'est-à-dire lorsque les précautions anti-infectieuses ne sont pas strictement, je répète, strictement respectées. Un autre moyen de transmission, ce sont les rites funéraires, donc les membres de la famille du défunt ou ses amis, lorsqu'ils sont en contact direct avec le cadavre, ils sont fortement à risque d'attraper la pathologie. Mais ce qu'il faut retenir sur cette diapo, c'est que les sujets atteints restent contagieux tant que le virus est présent dans leur sang et leur liquide biologique, y compris le sperme et le lait maternel. Donc à souligner que le sperme reste un moyen de transmission jusqu'à 7 semaines après la guérison clinique. Donc jusqu'à 7 semaines après la guérison clinique, il faut toujours faire attention aux patients qui étaient contaminés ou qui étaient malades. Alors, par rapport aux symptômes et diagnostics, je ne vais pas tarder sur ces diapos puisque mes collègues, que ce soit cliniciens ou microbiologistes et immunologistes aussi, vont détailler davantage ces diapos. Mais ce que je vais dire par rapport à la symptomatologie clinique, c'est qu'après une incubation de 2 à 12 jours,
en fait, les symptômes ne sont pas typiques de la maladie. Ça veut dire que la maladie n'a pas un tableau pathognomonique, ce qui fait que le diagnostic précoce reste très difficile et ne peut se faire de manière ou bien avec certitude qu'après des tests de laboratoire qui est la PCR. Donc le détail vient après dans les interventions qui suivent. Par rapport au traitement, vous savez bien qu'il n'y a pas de traitement de la maladie. Il n'y a pas de traitement standard de la maladie. Et donc, ce qui reste à faire, c'est tout simplement traiter la symptomatologie. Donc, c'est un traitement symptomatique qui consiste à traiter les infections compliquées et à rétablir l'équilibre du patient. Alors, ce qui reste, par contre, c'est les moyens de prévention et de lutte. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important pour prévenir la maladie. Il faut entreprendre les mesures de lutte nécessaires. Mais dans ces mesures de lutte, on sait bien que la vaccination est le premier moyen. Malheureusement, jusqu'à le jour d'aujourd'hui, on ne dispose pas de vaccin contre le virus Ebola. Donc, on n'en dispose pas. Par contre, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut prendre comme mesure de lutte, c'est d'abord l'isolement du patient. C'est la formation des équipes médicales. On va voir tout à l'heure, lorsqu'on va présenter le contexte épidémiologique, qu'en plus de la population qui est à risque d'attraper la maladie, il y a les professionnels de santé qui sont à risque. Donc il faut former les professionnels de santé depuis l'admission et même après le dossier du patient, comment se comporter avec le patient. Il faut respecter de manière stricte toutes les mesures de protection contre la pathologie. Et bien évidemment, il faut mettre en place toutes les mesures de contrôle des infections avec la mise à disposition des équipes soignantes, de l'équipement complet et des zones de stérilisation. Alors toujours, si on veut faire face à cette pathologie, toujours j'insiste sur la bonne prise en charge des cas, sur la surveillance et la recherche des sujets contacts des patients infectés. Ça c'est très important justement pour arrêter la transmission de la maladie. Il faut disposer de laboratoires de qualité qui permettent de poser le diagnostic justement. Une fois le diagnostic est posé, donc on va identifier le patient et donc on va l'isoler et on va entreprendre toutes les autres mesures pour arrêter la propagation de la maladie. Un autre point très important, qui est d'ailleurs sorti dans la recommandation de l'OMS, c'est l'inhumation sans risque et qui ne peut se faire qu'après mobilisation sociale. L'inhumation sans risque, c'est tout ce qui est rite funéraire. Donc il faut que les rites funéraires soient ou se fassent à l'abri ou bien sans avoir contact direct avec le cadavre. Et bien sûr, tout ceci ne peut se faire qu'après sensibilisation et mobilisation sociale. Alors, j'ai exposé grosso modo un peu l'aspect clinique et thérapeutique et prise en charge de la maladie. La question qui reste posée, le Libéria, le Sierra Leone et le Guinée. Ce sont les pays les plus fréquemment touchés, puisque la fréquence ou l'incidence la plus élevée, ça a été noté dans ces pays-là. Ça empêche que d'autres pays ont été touchés, mais avec une fréquence moins importante. Alors, dans les mêmes pays, dans ces pays-là, le Sierra Leone, le Libéria et le Guinée, dans ces pays, il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres. Preuve que c'est, d'ailleurs, si vous regardez ici l'incidence, le nombre de cas pour 100 000 habitants, vous allez trouver que dans ce triangle-là, où des régions appartiennent aussi bien au Libéria, au Sierra Leone et au Guinée, ils sont fortement touchés et où l'incidence varie entre 100 jusqu'à 300 nouveaux cas pour 100 000 habitants. D'autres, ils sont moins touchés. Bien sûr, il y a d'autres régions ici dans l'extrême sud de Libéria et l'extrême nord de Sierra Leone étaient aussi touchés que ce triangle-là. Maintenant, si on regarde un peu l'évolution du nombre de nouveaux cas depuis le lancement de l'épidémie en mars 2014, on voit bien qu'il y a une augmentation du nombre de cas qui a touché d'abord la Guinée, puis c'est étendu au Libéria et puis au Sierra Leone, est une augmentation exponentielle. Donc on est passé de quelques cas ici à plus de 700 cas vers septembre 2014. Donc c'est vraiment c'est une expansion de la maladie. C'est la raison pour laquelle on la qualifie de. Alors là, c'est juste un tableau pour vous montrer qu'il n'y a pas que le Sierra Leone, le Libéria et le Guinée qui ont été touchés, mais il y a d'autres pays en Afrique, le Nigeria, ça c'est des données un peu anciennes, le Nigeria, le Sénégal et le Mali qui ont été aussi touchés, mais avec une fréquence moins importante. Mais d'autres pays aussi
occidentaux, tels que l'Espagne et les États-Unis aussi, ont été touchés, bien que le contexte est différent. Si l'épidémie sévit chez la population, si les gens qui sont contaminés dans les pays africains, c'est des gens de la population générale, dans les pays occidentaux, c'est surtout des professionnels de santé, c'est surtout les personnes qui ont été en contact avec des patients contaminés ou des cas confirmés dans le cadre de leur prise en charge, et aussi des patients qui ont transité par des pays touchés par l'épidémie, qui sont les plus touchés dans les pays, je parle, occidentaux. Alors là, par contre, c'est des données toutes récentes qui remontent au 21 novembre, ça veut dire la fin de la semaine dernière, c'est la fin de la semaine dernière. Donc, au 21 novembre 2014, on recensait 15 350 cas confirmés, dont 5500 qui étaient décédés. Donc, c'est un chiffre vraiment affreux. Toujours les 3 pays à forte incidence, mais aussi à forte létalité dans ces pays. En tête du liste par rapport à la létalité, la Guinée, avec les 2 tiers qui décèdent. Parmi les cas contaminés, les 2 tiers qui décèdent. Puis vient le Libéria, avec à peu près 40% de décès, taux de létalité chez les patients, bien sûr, contaminés, et le Sierra Leone, avec à peu près 20%. Puis, heureusement, l'Espagne, pas de décès. Les États-Unis, chez les professionnels de santé qui ont été contaminés, on avait quand même un cas de décès sur 4, ce qui fait 20%, le taux de létalité de 25%. Alors, juste un focus de plus sur les pays à transmission massive intense pour dire que, tout simplement, que la létalité est très très importante. Je reviens sur les mêmes chiffres, juste pour montrer que l'épidémie est mortelle et est très importante. Les chiffres, ils sont là. Il y a presque un patient sur 2 meurt, et en Sierra Leone, presque un patient sur 5 meurt. Si on est touché par le virus, encore une fois, le virus, il n'est pas facile, c'est un virus qui est mortel. Alors, le comité a conclu que la flambée de la maladie à virus en Afrique de l'Ouest constitue un événement extraordinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les conditions sont réunies pour dire qu'il s'agit d'un risque pour la santé publique, non seulement aux États contaminés, mais aussi dans tous les États du monde. Et il a conclu aussi que la poursuite de la propagation internationale du virus, la poursuite de la propagation internationale et des conséquences particulièrement graves compte tenu de la virulence du virus, c'est très virulent, compte tenu de l'intensité de la transmission, non seulement au niveau communautaire, mais aussi auprès des professionnels de santé, c'est-à-dire dans les établissements de soins, et compte